Imaginez un homme capable d'offrir une Ferrari à l'une des femmes les plus célèbres au monde sur un simple coup de tête. Un homme qui, en une seule nuit à Las Vegas, dépense plus d'argent que la plupart des gens n'en verront en une vie. On l'appelait Panda. Il était l'ami intime de Leonardo DiCaprio, le banquier discret des plus grandes stars de Hollywood, et l'invité d'honneur des soirées les plus exclusives de la planète. Partout où il passait, l'argent coulait comme du champagne, et personne, absolument personne, ne se demandait d'où venait cette fortune infinie. L'ascension et la chute de Joe Low, le plus grand fugitif financier au monde. Il a un jour offert une Ferrari à l'une des femmes les plus photographiées de la planète, a demandé une top modèle en mariage au nom d'un ami milliardaire et a discrètement financé l'un des films les plus emblématiques de Hollywood des années 2010. Il organisait des fêtes qui faisaient paraître Las Vegas modeste, jetait l'argent comme des confettis et nouait des amitiés avec les artistes et financiers les plus puissants de la Terre. Pourtant, derrière le faste et la générosité se cachait une machination si audacieuse et si corrompue qu'elle allait finir par ébranler les fondations d'une nation entière. Son nom est Joe Low, et son histoire est celle de l'un des crimes financiers les plus extraordinaires de l'histoire. Aujourd'hui, il reste un homme recherché, traqué par Interpol, poursuivi à travers les continents, tout en clamant publiquement son innocence malgré des montagnes de preuves accablantes. Pour comprendre comment un seul homme a pu orchestrer le vol de milliards de dollars à son propre pays, tromper les institutions financières les plus sophistiquées au monde et disparaître sans laisser de traces, il faut remonter au tout début, sur une petite île de Malaisie, où une famille fortunée a élevé un garçon aux ambitions démesurées. Joe Low est né le 4 novembre 1981 et a grandi à Georgetown, sur l'île de Penang en Malaisie. Il était le plus jeune enfant d'une riche famille sino-malaisienne dont la fortune avait été soigneusement bâtie sur plusieurs générations. Son grand-père s'était distingué comme un homme d'affaires redoutable, s'imposant dans plusieurs secteurs en Asie du Sud-Est, notamment l'immobilier, l'extraction de fer et les réseaux de distribution. Son père a suivi ces mêmes traces ambitieuses, devenant une figure respectée et influente dans la communauté d'affaires régionale. Dès ses premières années, Joe Low a donc été entouré non seulement d'argent, mais aussi de l'état d'esprit qui le crée, une culture de la négociation, de la prise de risque et du réseautage qui allait définir tout ce qu'il deviendrait plus tard. Grandir dans cet environnement lui a donné quelque chose qu'aucune école ne pourrait offrir, une compréhension intuitive du fonctionnement de la richesse et de la pensée des puissants. Il a absorbé la logique entrepreneuriale de sa famille presque par osmose, observant les règles tacites des affaires bien avant d'entrer dans une salle de classe. Ce socle allait s'avérer être son plus grand atout, finalement, le moteur de ses décisions les plus destructrices. Adolescent, Joe Low s'inscrit à l'École internationale de Penang, une institution multiculturelle. Cependant, le tournant de sa formation intellectuelle et sociale survient lorsqu'il est envoyé à des milliers de kilomètres, à Londres, pour fréquenter la Harrow School. Harrow n'est pas seulement une école privée prestigieuse, c'est une institution dont l'héritage frise la mythologie, comptant parmi ses anciens élèves Winston Churchill ou Jawaharlal Nehru. Pour Joe Low, la connexion la plus déterminante faite à Harrow n'était pas avec un géant historique, mais avec un camarade nommé Riza Aziz. Ce nom peut sembler anodin, mais Riza Aziz était le beau-fils de l'homme qui allait devenir Premier ministre de Malaisie. Leur amitié, forgée dans les couloirs de l'une des écoles les plus élitistes d'Angleterre, deviendrait l'un des fils conducteurs du scandale. Harrow a offert à Joe Low l'inestimable, un accès direct aux enfants des familles les plus puissantes du monde. Après Harrow, Joe Low traverse l'Atlantique pour poursuivre ses études à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Diplômé en 2005, il y fait ce qu'il a toujours su faire naturellement, tisser des liens. Ses camarades comprenaient des Malaisiens influents, de riches Jordaniens et des étudiants koweïtiens bien connectés. C'est durant cette période que Low commence à gérer de l'argent pour sa famille et des associés au Moyen-Orient. Il avait le talent de faire croire aux gens que lui confier leur fortune n'était pas une simple décision financière, mais un privilège. Outre ses compétences en affaires, sa palette linguistique était remarquable. Il maîtrisait le malais, l'anglais, le cantonais, le taïwanais et plusieurs autres dialectes. Cette capacité à naviguer entre les cultures faisait de lui un connecteur naturel. Dans une carrière conventionnelle, ses qualités auraient fait de lui une figure respectée de la finance internationale. Pendant ses études à Wharton, Joe Low se forge discrètement une réputation d'extravagance. Bien que décrit comme réservé, il était capable de dépenses époustouflantes. Pour ses 20 ans, il aurait dépensé plus de 40 000 $ pour privatiser l'une des boîtes de nuit les plus populaires de Philadelphie. Ce n'était pas un acte isolé, mais une stratégie délibérée de générosité pour cultiver la loyauté. Ses pairs commençaient à le comparer à Jay Gatsby,
le mystérieux millionnaire de F. Scott Fitzgerald. Comme Gatsby, Joe Lo construisait une identité par la performance de la richesse, utilisant l'argent comme un instrument social pour ouvrir des portes. Après l'obtention de son diplôme, il retourne en Malaisie avec l'intention de transformer ce réseau en activité d'investissement sérieuse, se positionnant comme le pont entre les capitaux asiatiques et les opportunités mondiales. Sa première transaction importante a lieu en 2006, lorsqu'il facilite l'acquisition d'un immeuble de luxe à Kuala Lumpur par la Kuwait Finance House pour 87 millions de dollars. Ce succès établit ses lettres de noblesse dans l'immobilier de prestige. L'année suivante, il tente de créer un groupe d'investissement stratégique réunissant un prince malaisien, un cheikh koweïtien et un contact des Émirats arabes unis. Bien que ses plans initiaux n'aient pas abouti, ils lui ont permis d'établir une connexion cruciale avec Mubadala Développement, le fonds souverain d'Abu Dhabi. Par l'intermédiaire de son ami de Harrow, Riza Aziz, Lo est présenté au mari de Rosma Mansor, alors vice-premier ministre de Malaisie, Najib Razak. Cette rencontre fut le moment charnière. Joe Lo obtenait un accès direct aux institutions financières et aux ressources souveraines d'un pays entier. Lorsque Najib Razak devient Premier ministre en 2009, Joe Lo est déjà à ses côtés en tant que conseiller informel. C'est Lo qui sème l'idée de ce qui deviendra l'institution la plus tristement célèbre du pays, le Fonds souverain Malaysia Développement Berhad ou un MDB. En théorie, un fonds souverain est un outil légitime pour financer le développement national. Un MDB a été présenté comme tel, destiné à réduire la pauvreté et stimuler la croissance. Najib Razak détenait l'autorité exclusive sur le fonds, lui permettant d'approuver des investissements sans véritable surveillance. Au début, le fonds a attiré l'attention avec $1 milliard d'argent public injecté. Pour les observateurs extérieurs, cela semblait légitime. En réalité, c'était un véhicule conçu pour être systématiquement pillé par ceux-là même qui le géraient. L'un des premiers partenariats de un MDB fut avec PetroSaudi International. Sur le papier, c'était une coentreprise classique. Un MDB investissait $1 milliard en espèces pour 40% des parts. En pratique, c'était bien plus sinistre. Sous couvert de cet accord, Joe Lo a orchestré le transfert de l'intégralité du milliard non pas vers les comptes de la coentreprise, mais vers un compte bancaire suisse privé sous son contrôle. Cette transaction a servi de modèle pour la suite. Le génie de la combine résidait dans sa plausibilité apparente. Les documents étaient crédibles et les noms institutionnels réels. Personne n'a regardé d'assez près pour voir à travers la façade. Le $1 milliard s'est simplement volatilisé, et Lo passait déjà à la transaction suivante. Entre 2009 et 2013, des milliards de dollars ont transité par un MDB. Selon le ministère de la Justice américain, une part substantielle de cet argent a été détournée vers des sociétés écrans et des comptes offshore liés à Joe Lo. Ces méthodes étaient d'une sophistication rare. Il créait par exemple des entreprises aux noms presque identiques à ceux d'institutions légitimes, comme ADIA Investment Corporation pour imiter le fonds souverain d'Abu Dhabi, ADIA. Il utilisait également massivement des actions au porteur, une forme de titre anonyme appartenant à celui qui détient physiquement le document. Cette opacité rendait la traçabilité quasi impossible pour les enquêteurs. Toute l'opération était un chef-d'œuvre de camouflage financier, des couches de diversion destinées à épuiser quiconque tenterait de suivre l'argent. À mesure que l'argent coulait, le train de vie de Joe Lo atteignait des proportions démesurées. Il a acheté des dizaines de propriétés de luxe à New York, Los Angeles et Londres, ainsi qu'un jet privé et un hôtel à Beverly Hills. Entre 2009 et 2010, il aurait dépensé $85 millions en fêtes. Une seule soirée à New York pouvait coûter $160 000. Il payait des célébrités pour assister à ces événements. Paris Hilton aurait reçu $100 000 par apparition, Megan Fox $250 000 et Kim Kardashian $300 000. Ces dépenses n'étaient pas que de l'indulgence, c'étaient des investissements dans sa réputation. Chaque présence de célébrité renforçait son image d'opérateur financier légitime et immensément riche sur la scène mondiale. Parmi ces relations, aucune n'a été plus marquante que son amitié avec Leonardo DiCaprio. Les deux hommes se sont rencontrés sur le circuit des fêtes de l'eau. Ce dernier a offert à DiCaprio un tableau de Jean-Michel Basquiat d'une valeur de $9 millions et a financé ses voyages en jet privé. À Hollywood, Lo était surnommé affectueusement Panda. Il était perçu comme généreux et désireux de plaire. Mais derrière l'affection se cachait le calcul. DiCaprio voulait produire et jouer dans une adaptation des mémoires de Jordan Belfort sur les excès financiers.
Lowe y a vu une opportunité de blanchir de l'argent via l'industrie du divertissement et d'étendre son influence dans le secteur le plus prestigieux du monde. Le film qui en a résulté est Le Loup de Wall Street, 2013, réalisé par Martin Scorsese. La société de production, Red Granite Pictures, avait été cofondée par Riza Aziz, l'ami de Lowe. En 2011, la société a marqué les esprits au Festival de Cannes avec une fête monumentale. Ce que personne ne savait, c'est que l'argent finançant ces festivités et le film lui-même provenait de fonds détournés de 1MDB. Selon les procureurs américains, environ 155 millions de dollars du fonds malaisien ont été canalisés vers Red Granite. Dans une ironie mémorable, un film sur la fraude à Wall Street était lui-même financé par l'une des plus grandes fraudes de l'histoire. On raconte même que Jordan Belfort lui-même aurait murmuré que les dépenses de Lowe lui paraissaient suspectes. Aucune institution n'a joué un rôle plus controversé dans le système 1MDB que Goldman Sachs. Entre 2012 et 2013, la banque a aidé 1MDB à lever 6,5 milliards de dollars via 3 émissions obligataires. L'implication de Goldman Sachs a donné à 1MDB la crédibilité dont il avait besoin. Sur ces 6,5 milliards, plus de 2,5 milliards ont été détournés. En échange, Goldman Sachs a perçu environ 600 millions de dollars de commissions, soit environ 10%, ce qui dépassait largement les standards de l'industrie, 1 à 2%. Cette commission exorbitante a plus tard été interprétée comme le prix du silence ou de l'aveuglement volontaire face aux signaux d'alerte. Le rôle des banquiers Tim Leissner et Roger Ng a été central. Leissner, partenaire chez Goldman, avait cultivé des liens profonds en Asie du Sud-Est. Tous deux auraient facilité le détournement de fonds en acceptant des pots de vin de Lowe. Le fait que ce système ait perduré au sein d'une telle banque a soulevé des questions éthiques fondamentales sur la culture de l'institution et la pression liée à la génération de profits, qui semblait l'emporter sur le jugement moral et la conformité réglementaire.